À quand la réunification du BIM? En matière de maquette, la France suit la tendance sans la créer. La sémantique est anglo-saxonne et l'import se fait parfois sans traduction culturelle. La preuve est que nous parlons souvent des mêmes choses avec des termes différents. Il faut reconnaître que le BIM reste plus attractif que la maquette numérique. La réunification de la sphère BIM passe par sa refonte. On parle de constructure, on parle de archibot. D'autre part, les expressions toutes faites peuvent induire en erreur. Prenons le cas de la gestion du patrimoine. Qu'entendez-vous par ces deux mots, sachant que les deux permettent d'y mettre des concepts très différents, gestion et patrimoine. Les demandeurs du BIM, qui n'ont pas forcément une connaissance précise des implications liées aux maquettes de différents niveaux, ne doivent pas être désorientés par ceux qui proposent des solutions. Ce n'est pas toujours le cas. C'est quoi une maquette en gestion, exploitation, maintenance? En parlant du BIM, on a tendance à croire qu'en ajoutant un maximum d'informations, nous nous retrouverons avec des maquettes lourdes et inexploitables. Il n'y a pas de causalité. En réalité, rajouter le plus d'informations possible permet de minimiser les coûts et les temps de construction, de maintenance, d'exploitation, de maîtriser en réalité le cycle de vie du bâtiment. Il devient alors possible d'anticiper les besoins de la phase de gestion, la phase de maintenance. C'est plus communément ce qu'on appelle le BIM d'exploitation, le BIM de gestion du patrimoine, le BIM pour Facility Manager. Bref, autant d'appellations que de visions de cette maquette. Le BIM présente de nombreux avantages pour le Facility Management en matière de vision globale de l'exploitation des espaces. Il est possible d'utiliser un modèle 3D afin de déterminer des optimisations. Cela permet aussi de maîtriser de façon cohérente les plannings, de gagner en clarté de vue du projet et de s'assurer d'une maintenance qui soit faite dans les temps. Il y a aussi la possibilité de combiner le BIM avec la gestion des données existantes, créant une représentation visuelle du bâtiment et de ses composants. Une maquette avancée permet aux objets qui la composent de préciser, suivant un calendrier, la date de leur maintenance et de lancer des alertes. Les objets s'expriment. La plupart du temps, la migration des données se fait manuellement. Cela est chronophage et la possibilité d'une erreur est vite arrivée. Ce fonctionnement est encore peu utilisé en phase d'exploitation pour améliorer la gestion et la maintenance du bâtiment à cause de la multiplicité des solutions proposées et de leurs coûts. Il y a trop de solutions redondantes de plus. Il serait beaucoup plus évident de proposer un seul support d'export et une solution unique. Dans mon approche, il y a une équipe BIM en collaboration sur un projet. La façon d'y arriver devient alors un secret de fabrication. Il n'y a plus de propositions multiples, il y a un projet, un aboutissement. Bien sûr, ceci est une version utopiste du BIM. Dans la gestion patrimoniale, certains instituts se sont penchés sur la question afin d'appréhender les besoins d'une part des occupants, des gestionnaires et d'autre part des maîtres d'ouvrage, des entreprises intervenant sur les parcs immobiliers. Le retour classique est qu'il n'y a pas de BIM mais plusieurs BIM. Il n'y a toujours pas de souhait de se fédérer autour d'une seule solution numérique. Le constat actuel est que le niveau 3 est encore loin et que le niveau 0 du BIM a encore de beaux jours devant lui si rien n'est fait pour aller dans le sens inverse. Comment introduire le BIM chez les clients? Je pense qu'il devrait y avoir, comme je le disais précédemment, qu'un seul BIM. Le fait de penser et de décrire des niveaux de développement, des niveaux de détail, le niveau de maquette, tout ceci induit en erreur et nous écarte du sujet principal qui est la classification de l'usage, c'est-à-dire le ND1 à ND6, nous y reviendrons plus tard. Quels sont les coûts approximatifs des maquettes? Le coût de mise en place de la maquette peut être négligeable si le bâtiment existe déjà sans modèle numérique. Comptez entre 2 et 10 euros du mètre carré en fonction de la qualité de la donnée, de l'intégration dans le BIM. L'importation de la maquette et l'adaptation à la solution logicielle choisie présentera un coût de 3,5 à 5 euros du mètre carré
si la surface du bâtiment est inférieure à 10 000 m², voire 25 centimes à 1 euro du mètre carré si la surface est supérieure. Mais ce n'est pas tout. L'interopérabilité permettant l'interfaçage entre le BIM et la gestion de maintenance assistée par ordinateur communément appelé GMAO pourrait également venir alourdir les conséquences financières en rajoutant à l'addition entre 1,5 et 2,5 euros du mètre carré. Une moyenne globale comprise entre 7 et 18 euros du mètre carré. L'écart est quand même grand pour le même usage. Cette charge financière pour l'exploitant peut être considérablement rabaissée grâce à la maîtrise d'œuvre avancée. Dans une prochaine présentation en détail, j'expliquerai pourquoi ces tarifs sont biaisés par les fiches d'expression des besoins, par les outils numériques, par les logiciels et par les choix de ressources humaines. La réalité, c'est que l'exploitation de la maquette rapporte plus qu'elle ne coûte. Il est fréquent d'entendre la question « Combien coûte la maquette ?» La bonne question est « Combien me rapporte une maquette ?» Si les outils et les process d'exploitation ne sont pas définis au moment de la commande, il est impossible que la maquette BIM livrée puisse correspondre aux besoins du maître d'ouvrage. Oui et non. En réalité, il est possible de cerner des besoins et de créer un processus collaboratif permettant d'en être proche. D'autre part, grâce au marketing, il est aussi possible de faire naître des besoins auprès d'une communauté d'usagers. Bien évidemment, il faut différencier les besoins d'un maître d'ouvrage constructeur plutôt que ceux d'un maître d'ouvrage exploitant. Il ne faut pas oublier que le constructeur et l'exploitant ne sont que rarement le même maître d'ouvrage ou la même entité et que ces rôles sont largement externalisés pour la plupart du temps. Les acteurs ne sont pas immuables, tout comme les logiciels. Que souhaiteraient les facility managers en réalité ? Ils souhaiteraient pouvoir, grâce aux données fournies, être en mesure d'estimer par exemple les durées réelles de fonctionnement des courroies d'une installation technique, afin de la changer avant qu'elle n'atteigne son seuil d'usure, pouvoir, à partir des données fournies par un capteur de CO2 dans une salle de réunion, modifier le renouvellement d'air, permettre aux occupants de notifier la propreté ou l'état de propreté d'un local et ainsi confirmer les opérations de nettoyage, simplifier un état des lieux. Plein d'applications peuvent être trouvées. Bref, concilier des enjeux sanitaires, énergétiques et financiers. Sont concernés tous ceux qui traitent et exploitent des données via des tableurs Excel. L'information du matériel, les connexions entre les équipements, les instructions de montage ou de maintenance, analyse avancée statistique, l'obsolescence des appareils, les plannings et les prévisionnels des coûts de construction, d'exploitation, de maintenance, les calculs des déperditions énergétiques, les GIS, la logistique. Toutes ces données peuvent être concernées par le BIM exploitation. À la clé, il faut savoir que c'est gagner 40% de temps sur la localisation des équipements à contrôler ou la vérification de la présence d'une pièce de rechange dans les stocks, par exemple. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le bon BIM fait gagner environ 40% de n'importe quoi. Temps, argent, qualité, délai, tout est dans la question de l'usage du BIM. Du coup, quand on prend en compte le fait que le facteur construction d'un bâtiment tertiaire ne représente que 15 à 20% de son coût sur l'ensemble de sa durée de vie, on voit l'intérêt de pouvoir optimiser les autres étapes du cycle intégral de la vie du bâtiment pour maximiser les économies. Si je reviens à mon propos de départ qui est de constituer une seule méthode avec un seul BIM, en partant du principe que le BIM est identique dans des petits comme dans les grands projets. La géométrie du site est capturée en réalité augmentée, la coordination et le design sont faits en collaboration. Les algorithmes permettent de limiter les risques des erreurs humaines et la valeur ajoutée de la visualisation 3D permet une appréciation rapide et une immersion éventuelle. Quel niveau de BIM pratiquez-vous ? BIM niveau 0, le pré-BIM. Chaque acteur travaille en 2D de son côté à sa manière. Les échanges entre les acteurs s'effectuent avec des documents figés, papier.pdf 2D. Les acteurs interprètent et redessinent le projet pour travailler. Chaque modification est donc redessinée par l'ensemble des intervenants. BIM niveau 1, le modèle isolé. Chaque acteur travaille en 2D ou en 3D pour ses propres besoins. Les échanges s'effectuent souvent par mail au format.dwg ou .dxf. Une certaine collaboration s'effectue entre les acteurs travaillant en 2D, unité, point d'insertion, calque,
Chaque acteur travaillant en 3D doit remodéliser le projet puis ses modifications. L'interprétation des données par chacun des acteurs reste très importante. BIM niveau 2, le modèle fédéré. Chaque acteur produit une maquette numérique informée en 3D. Les acteurs récupèrent sur un serveur la maquette numérique de l'architecte au format .fc ou natif s'ils partagent le même logiciel. Ils créent leur maquette numérique contenant uniquement leurs données. L'un des acteurs, le manager de projet BIM, réunit les différentes maquettes de chaque acteur et vérifie l'absence de conflit. L'interprétation des données est moindre car chaque acteur a accès à l'information. Les incohérences sont réduites. BIM niveau 3, le modèle intégré. Les acteurs travaillent sur une maquette numérique informée unique. Ils peuvent travailler en même temps. On a donc un processus collaboratif concourant et non séquentiel. Les acteurs travaillent donc en même temps. Les échanges se font en format natif. Les modifications de la maquette numérique sont contrôlées par le manager BIM. Alors, comment reconnaître un vrai BIMer ? La question du niveau de maturité du BIM est aussi parfois évoquée. Le BIM niveau 0, c'est-à-dire la méthode de travail d'hier qui s'applique encore aujourd'hui, ce qui se fait avec tous les acteurs en fait qui sont disponibles, le bureau d'études, les entreprises, l'architecte, la maîtrise d'ouvrage, bref, tout le monde travaille chacun de son côté pour faire avancer le projet. Et c'est dans le cadre de réunions ou de rencontres que tous les éléments sont croisés. Une grande partie du temps est consacrée à redessiner les modifications. Ce niveau est encore visible sur certains chantiers importants. Le niveau 1, c'est la même méthodologie que le niveau 0, mais avec l'intégration des moyens de communication actuels. Donc pour l'instant, je dirais qu'on en est là de la construction française. On s'envoie des plans sur le cloud et on s'envoie des mails. Tous ces éléments constituent la maquette de niveau 1. Quel niveau de BIM pratiquez-vous ? On est au niveau 0, ça veut dire qu'on travaille chacun dans notre coin. On est au niveau 1, ça veut dire que chacun travaille dans son coin, mais échange avec des mails. Puis quand on progresse, on arrive au niveau 2, avec une seule super maquette numérique qui va être complétée par les différents acteurs, mais ces acteurs travaillent toujours dans leur coin sur la même maquette. En arrivant au niveau 3, une entreprise produit une seule maquette, comme au niveau 2, pour tous les membres de l'équipe du projet qui travaillent directement avec un logiciel unique dans la maquette. La collaboration est totale. On travaille tous ensemble sur la même maquette. Lorsqu'on arrive au niveau 3 et qu'une entreprise dit pratiquer le niveau 3, ça veut dire qu'il y a une seule maquette numérique pour tous les membres de l'équipe. Cela implique un logiciel unique pour tous les utilisateurs ou une plateforme de collaboration commune. On travaille tous ensemble sur la même maquette et ça c'est super. Je parle parfois des zones fantômes. À ce titre, j'évoque le niveau X. Quel niveau de BIM pratiquez-vous ? Dans le niveau X, la maquette se travaille elle-même. C'est une construction. Le point où vont se placer les vrais BIMers. Dans le cas de la gestion du patrimoine et ailleurs, quel que soit le domaine d'usage, le secteur d'utilisation des maquettes, la finalité est qu'il n'y aura qu'un seul niveau de BIM. Le niveau X, c'est celui qui devra être utilisé dans un futur proche, permettant à la maquette de s'auto-construire. Quelles sont les solutions disponibles sur le marché ? Certains sites se sont lancés dans l'estimation de prix. Combien ça coûte une maquette numérique sur la base de 10 questions ? Je salue l'initiative qui deviendra un standard dans un futur proche. Pour autant, je crains par rapport au contenu des données exportées en réalité. Toujours la question de l'export, de la collaboration, de l'open BIM. D'autres entreprises, petites ou grosses, utilisent plus largement d'autres logiciels dans le domaine de l'architecture, de la construction ou de l'ingénierie. Avec autant de solutions valables aujourd'hui, le challenge devient celui de réduire les choix aux applications les plus présentes dans la gestion du patrimoine, BIMGP ou BIMGEM. J'ai rassemblé les solutions qui me semblaient mentionnables, on va dire, parce qu'il y a un peu de tout. Il y a de la bonne solution, de la solution générique, de la solution inutile. J'ai essayé de faire un récap exhaustif de solutions disponibles sur le marché. Je n'ai pas été déçu. Il y a des applications que j'ai testées et d'autres pas. Il y en a des connues et d'autres pas. Dans un prochain projet, une analyse détaillée de l'ensemble des solutions 2019 sera faite. Ça va être lourd. J'aimerais tester une solution
ultime, celle qui compile toutes les solutions, BIMX, SpinalBeam, TrimbleBeam, Procore Beam, SketchUp, Vectorworks, Vimeo, Space Runner, OpenBeam, Digital Project, CP, Postcard, Primus, Beam 560, Edificus, Tekla Beam, Beam Server, Rollplan, Architecture, Visualarc, Soft Spirit, Beam Vision, OpenMem, Beam Object, Evacom, Separa, Archibus, Revito, Beam Tragio, Beam, Rhinobeam, Dynamo, StreamBeam, Qpix, Virtual Office, Excel Manager, Soprasteria, Graphics, Immerso, Le Planner, SmartBeam, Unify, Visualim, et plein d'autres logiciels qui se finissent en... L'enjeu, c'était quoi? Il y avait plusieurs cabinets de géomètres qui étaient intervenus. Ils travaillaient tous avec leur logiciel. On avait du Allplan, du Archicad, de l'AutoCAD Architecture, du Revit également. Et bien, c'était de pouvoir exploiter toutes ces maquettes-là et les intégrer dans le même référentiel patrimonial. Encore une fois, à un niveau homogène, puisque là, pour le coup, on souhaitait avoir une exploitation homogène de l'ensemble de ces maquettes. Et à terme, ça c'est pas encore fait, puisqu'on en a encore à intégrer les maquettes numériques, on devrait terminer cette année, d'avoir une gestion de l'AutoCAD, etc. Ce sont les différents niveaux de détail successifs. Et il existe un niveau de détail spécifique pour la partie exploitation, pour la partie gestion patrimoniale, le ND6. Et ça, c'est donc essentiel de le rappeler, qu'effectivement, la maquette numérique qu'on utilisera pour l'exploitation doit posséder son propre niveau de détail, qui n'est pas le même que les autres maquettes numériques utilisées en amont. Il y a une multitude d'informations qui ne vont pas être utiles au gestionnaire, il ne saura pas quoi en faire, et puis à l'opposé, il y a également des informations qui manquent, et qui seront pour le coup très pertinentes pour lui. Donc cette remarque préalable prise en compte, une petite approche scientifique de l'intérêt du BIM avec ce petit graphique qui essaie d'illustrer un petit peu ce que peut avoir comme intérêt la mise en place d'une maquette numérique. Alors, pour petite parenthèse, c'est le même graphique que j'utilisais sur l'intérêt de la gestion patrimoniale. Vous allez voir que le BIM vient rajouter un argument supplémentaire. Donc vous voyez en abscisse le temps avec les phases principales d'un bâtiment, la conception, la construction et la gestion. Et on va schématiser en ordonnée la connaissance qu'on a de son patrimoine. Si en fait, suivant ces différentes phases, on devait schématiser la connaissance sans avoir aucun outil spécifique de gestion du patrimoine et sans avoir de maquette numérique, on pourrait imaginer une courbe grossièrement qui ressemblerait à ça. C'est-à-dire qu'en phase de conception, la connaissance du patrimoine est en forte croissance, évidemment, et en phase de construction, ça continue dans une moindre mesure, mais ça continue également très fort. Par contre, on a un vrai décroché au moment où on livre le bâtiment avec le gestionnaire, et on a une grosse perte d'informations, forcément, on change d'interlocuteur. On a des DOE qui sont livrés et on connaît tous les problèmes des DOE, on en a suffisamment parlé précédemment. Donc on a un décroché, et puis très souvent, comme on n'a pas un outil de gestion du patrimoine, ces informations, dans le temps, elles périclitent, et la connaissance également chute. Comme vous le voyez sur cette courbe, et on pourrait l'imaginer encore plus raide dans certains cas. Si on met en place une gestion du patrimoine, on va imaginer qu'effectivement cette courbe-là, on va corriger un petit peu son inclinaison, et au contraire, on va imaginer qu'on va partir du même point de départ, mais la connaissance on ne va pas y perdre d'abord, entre la livraison du DOE et la gestion, et on va même l'améliorer dans le temps. Et si maintenant on utilise un outil de gestion du patrimoine et qu'en plus on fait une livraison avec une maquette numérique, on va imaginer que cette information, elle va être nettement mieux transmise entre les différents intervenants. Donc on partira en fait d'un niveau qui est encore plus élevé. Voilà, schématiquement, on va dire un des intérêts de la maquette numérique. Limiter la perte de connaissances sur le patrimoine qu'on vous livre. Maintenant, parce que c'est important aussi, l'argent. Si en ordonnée, on raisonne sur les coûts, tout le monde sait que les coûts d'exploitation, c'est de loin ce qui représente le plus gros dans la vie d'un bâtiment. Les coûts de conception et de construction, je suppose, à moins qu'il y ait des coûts de conception énormes, mais ça, généralement, c'est toujours le cas. Les coûts d'exploitation, alors, il y a des chiffres là-dessus, mais ils sont nettement supérieurs. Alors, si on trace également ces courbes-là, on va imaginer que les coûts vont évidemment, les coûts de conception et de construction vont évidemment croître jusqu'à la livraison du projet. Et sans gestion du patrimoine, logiquement, l'information sur le patrimoine chute, donc les coûts d'exploitation augmentent dans le temps. Si maintenant on met en place une gestion du patrimoine, on va limiter l'augmentation de ces coûts. Ils vont quand même augmenter parce qu'évidemment le patrimoine il vieillit. Et si maintenant on met en place une maquette numérique, on va encore plus limiter l'augmentation des coûts dans le temps. Donc en réalité, cette zone,
en rouge, on peut imaginer que ce sont les économies potentiellement réalisables par la mise en place d'un outil de gestion du patrimoine et par l'usage de la maquette numérique. Voilà, très schématiquement, comment on pourrait expliquer un des intérêts du BIM, en tout cas au niveau des données de la transmission. Nous allons terminer cette vidéo par la lecture d'un article issu de BIM BTP au sujet de la gestion de patrimoine et du facility management. La notion de gestion de patrimoine regroupe les problématiques auxquelles sont confrontés les maîtres d'ouvrage au travers de leur activité d'exploitant et de fournisseur de services mobiliers à des usagers, qu'ils soient locataires ou copropriétaires ou propriétaires. Il s'agit donc par exemple des préoccupations d'une société immobilière ayant un parc de plusieurs bâtiments de bureaux mis en location à des entreprises, ou encore d'un bailleur social disposant d'un parc de logements en location. Les besoins liés à ces activités sont très divers, mais pour bon nombre d'entre eux, l'utilisation d'une maquette numérique sémantisée ouvre la voie d'une gestion assistée. Voici quelques exemples d'applications en lien avec la maquette numérique. Obtenir un état de santé du patrimoine immobilier. Poursuivons avec l'exemple du bailleur social. Il détient 80 bâtiments à l'échelle du département dont il a la charge, pour un total de 1600 logements. Chaque bâtiment a sa propre historique. Date de construction initiale, travaux de rénovation de nature et réalisés durant les différentes années, équipements communs d'ancienneté variable. Et chaque logement a également son propre passé. Changement de fenêtres, de chauffe-eau, d'équipements sanitaires, etc. Un bailleur est avant tout une société qui, au même titre que toutes les autres, doit rationaliser ses dépenses, ce qui passe par une nécessaire vigilance sur des points comme ne pas engager des travaux sur des parties d'ouvrages récemment rénovés, établir des quantitatifs fiables et précis sur les travaux à engager, prioriser les interventions sur les ouvrages et les équipements les plus anciens, anticiper les dépenses à court terme pour vérifier leur adéquation avec le budget disponible, être capable d'avoir une vision à moyen et long terme de l'état de santé actuel et à venir des bâtiments. Une maquette numérique, en tant qu'avatar d'un ouvrage, permet d'avoir un modèle informatique réaliste et actuel de l'ensemble du parc immobilier et chacun des ouvrages et équipements qui le composent. L'informatisation de l'analyse de ces données permet de dépasser les limites du cerveau humain, conduisant inévitablement à une approximation de certains résultats. Le bailleur peut alors lancer des séquences d'analyse et obtenir des informations de gestion telles que connaître l'ancienneté de chaque fenêtre, de chaque logement, de chaque bâtiment, sa durée de vie estimée, et par conséquent la date de remplacement conseillée et l'échéancier financier qui en découle. Appliquées à toute la diversité des ouvrages et équipements composant un immeuble, ces analyses compilées offrent une vision claire, précise et fiable aux gestionnaires. Il y a aussi la question d'assurer une veille réglementaire. Une autre problématique majeure dans la gestion de patrimoine est la nécessaire adaptation des ouvrages au cadre réglementaire qui les entoure. Évolution de la réglementation sur les personnes à mobilité réduite, en parenthèse PMR, la réglementation thermique ou acoustique qui y évolue. Le législateur a le pouvoir d'imposer des modifications parfois majeures aux maîtres d'ouvrage en fonction de la typologie d'un ouvrage dont l'impact financier est réel. Chaque réglementation peut se traduire sous la forme d'un algorithme par exemple. Si condition 1 égale résultat 1, si condition 2 égale résultat 2, action à prendre en conséquence, si condition 2, etc., etc. Concevoir un algorithme respectant les préconisations d'une norme permet de la retranscrire dans un système d'analyse informatique et ainsi d'obtenir des résultats d'une simulation.
Concrètement, illustrons avec une évolution purement fictive de la réglementation PMR. Une nouvelle norme dit que tout logement à destination de location situé dans un bâtiment construit entre 1980 et 2000 doit être accessible par une rampe de 5% maximum ou un ascenseur. La retranscription de cet algorithme prendra la forme décrite ci-dessous, si, or, ou, donc. C'est le principe d'une lecture algorithmique. Cette analyse sous forme d'opération booléenne, en parenthèse, ça veut dire dont le résultat est binaire, en oui ou non, 1 ou 0, constitue l'essence même de tout programme informatique et à ce titre, l'ordinateur reste donc l'outil le plus performant pour effectuer ce travail. Détenir une maquette numérique dont chaque objet est sémantisé et contient les informations exploitées ici, en parenthèse, date de construction, typologie d'un logement, chemin d'accès, pente, présence d'un ascenseur, est donc un préalable indispensable pour automatiser ces analyses et ainsi réduire le temps de travail associé, les risques d'erreur